Bonjour, aujourd'hui une vidéo en plus ou moins collaboration avec Humac. Humac, donc je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un site que je lis régulièrement en fait, parce que je trouve que le mec a un avis super tranché, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, même si parfois on n'est pas d'accord sur tout, au moins il a le mérite de ne pas se cacher derrière des faux semblants, et derrière des contenus politiquement corrects. Clairement, ils disent ce qu'ils pensent et ça, c'est ce qui me plaît. Donc, du coup, le monsieur de chez Humac m'a contacté pour me dire est-ce que tu connais Outver de Ramos? Je lui dis bah oui, je les ai. Il fait je viens de les choper chez les éditions Semic pour une bouchée de pain. Je compte en parler. Est-ce que ça te dirait d'en faire une vidéo puis qu'on fasse un truc croisé? Du coup, je dis bah oui, pourquoi pas. Donc, du coup, cette vidéo, ce sera mon avis. En plus de ça, nos avis divergent un petit peu et divergent c'est beaucoup. Du coup, je vous invite, une fois que vous avez fini, de regarder cette vidéo, évidemment. Ou alors si vous arrivez de là-bas, bienvenue. À aller voir donc sur UMAC, UMAC, vous tapez UMAC sur Google, ou le moteur de recherche que vous préférez, hein, Lycos. Il y a des gens sur Lycos encore, je sais pas, cherche Lycos, cette blague de vieux. Voilà, je vous invite à aller lire, du coup là c'est de la lecture, l'avis du monsieur de chez UMAC, de Cyril, pour voir ce que lui en a pensé. Alors je fais pas beaucoup de collaboration, mais c'est vrai que... Alors pardon, il y a beaucoup de gens qui me demandent en ami sur Facebook, je peux pas accepter tout le monde, d'autant que Facebook, moi j'y vais pas des masses, c'est pour moi un média daté. Je suis plus sur Twitter et Instagram. Et puis surtout, c'est des trucs perso que je mets en général sur Facebook, donc bon, je peux pas accepter tout le monde. Par contre, vous êtes les bienvenus sur Twitter et Instagram, il n'y a pas de souci. Voilà, aujourd'hui donc nous allons parler de Outver, de Humberto Ramos, donc ça date de 2001. Cette couverture que vous... Donc moi j'ai les éditions Semic. Hein. Cette couverture que vous avez là, elle est inédite. Vous verrez que Humberto Ramos, il a plutôt bien gâté les fans français sur la série. Même si la série, pour moi, c'est un acte manqué, car la fin, il n'y a pas de fin. Il y a plein de trucs qui ne sont pas expliqués, et clairement, passer après. Alors, c'est Humberto Ramos et Brian Augustine. Ils avaient déjà collaboré ensemble sur Crimson, qui était aussi une série sur le label Cliffhanger, dont j'avais déjà parlé sur la vidéo de Battle Chasers. Donc, c'est leur création à eux. Et sur Crimson, ils ont fait un truc exceptionnel avec un début et une fin, une histoire qui était bien racontée. Mais là, le souci, c'est qu'Humberto Ramos, en cours de travail là-dessus, il a été embauché chez Marvel pour faire Spider-Man. Du coup, il n'avait plus énormément de temps à consacrer à sa série propre. Et ça s'en ressent, surtout au niveau du scénario. Au niveau du dessin, bon bah ça reste. Là, il est dans sa période super cartoon. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques pages. On voit déjà sur la couverture. Il a un trait qui est un peu plus anatomiquement normal, on va dire, maintenant. Là, à l'époque, franchement, bah, c'est du cartoon, hein, c'est de l'animation, c'est des personnages en chewing-gum. C'est pas déplaisant. C'est un style qui est un peu différent, mais c'est pas déplaisant. Le trait, il est vraiment cool. Au niveau des couleurs, en plus, c'est impeccable. Je trouve que c'est vraiment beau. Alors, pour l'histoire, ce sont des adolescents donc, qui vivent dans une ville où la mère de la ville a passé un accord avec un sorcier qu'on apprendra à être plus tard être un alien d'une autre dimension. En fait, je pense qu'ils ont brodé au fur et à mesure. Hein. Je pense qu'ils n'avaient pas tout écrit dès le départ, ils ont brodé au fur et à mesure parce que c'est effectivement un sorcier interdimensionnel. Et à la fin, on se dit tiens, bon, c'est peut-être plus un extraterrestre. Euh, que dire? Oui, donc du coup c'est un sorcier. Et, la mère a passé un accord avec le sorcier pour que tout se passe bien dans sa ville, pour pas qu'il y ait de trafic de drogue, pour pas qu'il y ait de machin. Sauf qu'en contrepartie, il y a des démons, des petits démons qui rappellent énormément les Darklings dans Darkness, ces petites créatures, je vais vous en montrer. Ces petites créatures démoniaques, on dirait un petit peu des lutins en fait, ou des gremlins. Voilà, on en voit un là dans le coin. Voilà, qui peuvent prendre possession du corps d'humains pour mal agir et pour protéger la ville. Sauf qu'à la base, c'est surtout lui faut une porte d'entrée dans notre dimension pour pouvoir conquérir le monde. Alors, la mère, elle est un petit peu con. Hein. Elle sauve sa vie, mais elle sauve sa ville, mais elle condamne le monde. Voilà, donc au niveau du dessin, ouais, c'est cool. Humberto Ramos, franchement, il fait plaisir, ça c'est bien. Voilà. En fait, quand je mets un truc devant moi, vous m'entendez moins. Ça couvre le micro.
Donc, celui-ci, le numéro 2 que vous avez là. Donc évidemment, ces adolescents, en fait, on va découvrir plus ou moins qu'ils peuvent les arrêter. Les démons peuvent pas prendre possession de leur corps, ils vont tous avoir des pouvoirs au fur et à mesure. Pourquoi? Pas expliqué. Il y a des personnages qui me font marrer, il y a genre le père là, que vous avez ici. Si vous connaissez la série Modern Family, c'est Phil Dunphy en fait. C'est Phil. Je trouve qu'il lui ressemble énormément. Et c'est jouable au niveau de la sortie, vu que ça date de 2001. Modern Family, c'était déjà en diffusion. Voilà, donc il y aura 3 arcs. 3 arcs narratifs. Donc le premier arc narratif se termine là-dessus, avec la défaite du grand démon, donc Daedalus, sans vraiment d'explication. Il allait arriver sur Terre, les gamins se mettent en rang d'oignon, là. Voilà, pour l'empêcher d'arriver. Il peut pas passer parce qu'il y a des enfants devant lui. Bon, ok, je pense qu'il respecte le code de la route. Il a vu que le feu était rouge. Bon, il s'est dit, je m'arrête, je vais laisser. C'est une zone d'écoliers. Bon, on ralentit quand il y a s'écrit panneau école, vous ralentissez. Bah lui, il a fait pareil en fait. Il a freiné des cas de fer. Sauf que, il a embarqué toute la ville avec lui dans sa dimension. Ne reste que les gamins et l'église avec la prêtre qui va leur donner un coup de main et le grand monsieur silencieux Black qui sortait de la guerre du Golfe, un ancien militaire, qui ne dit jamais rien, il n'a jamais prononcé un mot, et qui s'avérera avoir des yeux brillants dans le dernier numéro, sans qu'on sache pourquoi. Voilà. Donc ça c'est la fin du premier arc, effectivement il se retrouve tout seul, abandonné avec cette prêtre. Ils vont partir en road trip, ils vont quitter la ville vu qu'il n'y a plus de ville, ils vont partir en bus, c'est un peu le bus magique. À partir de ce numéro-là, vous voyez, le bus magique il est là, le grand silencieux il est là, la prêtre elle est à côté. Voilà, donc le dessin reste toujours cool, hein. Franchement, si je devais vous le conseiller, ça serait pour le dessin. Donc ils vont partir à la recherche d'un mec, ils se sont rendus compte que il y avait un comics dans le comics qui racontait exactement la même histoire, quasiment la même histoire, ça serait arrivé dans une ville. Comme par hasard, ils se retrouvent dans la ville, mais vraiment, hein, ils sont passés devant un panneau, ils ont fait c'est là !» Ils y vont, ils rencontrent l'auteur de la bande dessinée, qui en plus ressemble... on a l'impression qu'il a le même âge qu'eux, alors que le mec, il a écrit une BD, c'est lui. C'est lui. Il rencontre l'auteur de la bande dessinée, donc ça me fait penser un peu à Heroes, en fait, la série télé Heroes, où il y avait effectivement aussi un mec qui dessinait, qui faisait un comics. D'ailleurs, c'était Tim Cell qui faisait les dessins à l'intérieur de la série Heroes, pour l'anecdote. Et ça me rappelle Heroes parce que pareil, dans Heroes, il y avait un mec qui racontait ce qui allait se passer dans les comics, quoi. Donc là c'est pareil, donc ils vont retrouver ce mec et essayer de savoir ce qui s'est passé dans sa ville à lui. Ils vont sauver la ville une nouvelle fois, parce qu'il y a une nouvelle invasion prévue par Daedalus et toute sa clique. Ils vont rencontrer un mec qui est accompagné par une fantôme. Alors pareil, c'est pas expliqué pourquoi. Le deuxième arc, c'est le ventre creux de l'histoire, en fait. C'est vraiment... on comprend pas du tout. À mon avis, ça savait plus trop où aller. Mais il reste des planches qui sont vraiment sympas. Si vous aimez le style complètement cartoon d'Umberto Ramos. Voilà, donc l'arc se termine ici, sur ce numéro 6 français. Donc ça va jusqu'au numéro 12 américain. Et... à la fin... ils se disent, bon, ben peut-être qu'on devrait retourner à Eldorado. Donc en fait, ils ont pris le bus pour se barrer d'Eldorado, ils sont revenus à Eldorado, et là, les gamins se retrouvent transportés, donc ils recombattent Daedalus, et ils se retrouvent transportés dans le monde de Daedalus, et ils se retrouvent dans leur ville, Eldorado, du coup, qui a été transportée dans les dimensions parallèles, ils vont retrouver leurs parents. Et là, du coup, ça fait plus penser à Oblivion Song, si vous préférez à la française, donc le dernier comics de Kirkman, où c'est des gens qui sont déplacés dans une dimension parallèle et qui essayent de vivre dans cette dimension parallèle. Là c'est pareil, ils vont essayer de s'acclimater à ce qui se passe là-bas, avec les monstres qu'il y a sur place, résister aux assauts des espèces de Darklings, là. Pouvoir se nourrir. Alors, en fait, il semblerait que Daedalus leur fournisse de l'eau, leur fournisse un fruit qui les nourrisse.
Sauf que Dreadlus, en fait, il est mort, et du coup, enfin, il est mort. Quand les gamins ont retraversé la barrière, ils sont passés à travers le corps de Dreadlus, et Dreadlus, maintenant, c'est devenu un cadavre. Euh, donc, du coup, les petits Darklings vont vouloir les venger Dreadlus, leur maître, et passer. Je suis un peu confus, hein, je suis désolé. Et passer à travers. Et devoir attaquer la ville pour essayer de retourner dans le monde réel. Voilà, donc ça se termine. Le deuxième arc se termine là, le troisième arc est ici, donc ça démarre au numéro 7. Parfois ça me fait penser aussi à Scooby-Doo, clairement. Alors je vous ai pas dit, il y a un personnage aussi qui s'appelle Nick Bridges, qui est clairement un copier-coller de Bill Gates, un mec riche de la Silicon Valley, qui lui ressemble en plus physiquement. Et en fait, il s'avère que ce mec-là, c'est aussi un démon, mais bah, il sert pas à grand-chose. En fait. Pendant tout le truc, on croit qu'il va servir à quelque chose, mais il sert à rien. Au niveau du dessin, il y a quand même des moments où c'est un peu chevou. Vous voyez, là, il y a le personnage, donc le black dont je vous parlais, qui est là, ici. Vous voyez sa taille, et vous voyez sa taille ici, en fait. Alors, c'est facile de comparer par rapport à la taille des personnages qui est à côté. Elle, c'est pareil, une gamine qui arrive, on ne sait d'où. Elle fait, elle fait du stop, il la ramasse en bus. Ils vont même pas chercher ses parents ni rien. Et là, on dirait qu'il a doublé de taille. Donc, c'est un peu chelou. Voilà, donc là, ils vont se retrouver. Ils sont toujours dans la dimension parallèle, à essayer de retourner. Ils cherchent une clé magique. C'est sorti de nulle part. Ils cherchent une clé magique pour pouvoir retourner dans le monde, et ce serait le truc que cherchait Dreadlus depuis le départ. Bon, c'était pas clairement évoqué. Hein. Alors, la clé magique, elle était là, en fait. Voilà. Ils ont de l'eau, ils savent pas pourquoi ils ont de l'eau, mais ils ont de l'eau. Voilà, et ça se termine donc sur ce numéro 9 que vous avez ici, sur une couverture de Carlos Miglia. Alors Carlos Miglia, c'est pas anodin, donc ça se termine connement, sur un cliffhanger, rien n'est expliqué, donc ils reviennent sur Terre, tout le monde est revenu sur Terre. La dernière page, franchement, c'est pas Phil, c'est Phil. Donc la dernière page, il se retrouve sur Terre, et qu'est-ce qu'on voit là sur la dernière... Je vous spoil, mais tant pis. Sur la dernière page, qu'est-ce qu'on voit? On voit des extraterrestres qui disent, bon, bah on va y aller. Bah ouais, mais non, en fait. Il n'y a jamais eu de suite. En fait, à la base, il y avait un quatrième arc qui était prévu pour terminer la série, pour clore la série, et ça devait être justement Carlos Meglia, qui est un ami de Humberto Ramos, qui devait le dessiner. Sauf que ça s'est jamais fait. Donc ça, c'est la fin des éditions Semic. Ça a été réédité en 3 tomes chez Delcourt, en 2014. Et dans le troisième tome, vous avez 8 pages inédites. Et vous avez aussi des couvertures inédites, nouvelles, dessinées par Humberto Ramos. Et 8 pages dessinées par Humberto Ramos, mais donc dans un style qui a évolué depuis. Donc du coup, ça dénote un peu par rapport à ce qui s'est fait avant. Alors c'était une demande express de Thomas Rivière, le fameux Thomas Rivière, qui travaillait en freelance pour Glénat. Ouais, il est pas resté longtemps. Hein. Il a ramené dans ses bagages ses contacts avec Benitez et avec Ramos. Et puis après, Glénat lui a dit c'est bon, on a l'adresse mail maintenant, on n'a plus besoin de toi. Donc on a quand même eu, grâce à lui, 8 pages inédites parce qu'il avait négocié ça avec Ramos. Donc 8 pages inédites d'abord en France, qui sont plus ou moins la conclusion du truc, mais bon. A priori, moi je les ai pas lus. Mais sur les retours que j'ai vus, ça n'apporte rien. C'est pas vraiment une conclusion, ça explique pas tout. Donc 8 pages qui ne servent un petit peu à rien. C'est dommage parce que bah, en même temps, 8 pages, qu'est-ce que vous voulez raconter en 8 pages alors qu'il y a tellement de trucs qui sont pas expliqués. Encore une fois, le grand Black, il a les yeux qui brillent à un moment, il défonce un démon. On ne comprend pas pourquoi. Ce n'est pas expliqué. Voilà. Donc ça va jusqu'en 2016. En 2016, c'est réédité en trade paperback aux États-Unis chez Boom Studio, et là ils ont droit aux 8 pages inédites qui pour l'instant étaient exclusives à la France du coup. Voilà, donc c'est plus du tout édité aux États-Unis chez Wildstorm Cliffhanger vu que tout est passé chez DC Comics. Les auteurs ont repris leurs droits. Boom Studio a été les voir, leur a dit Boom Studio c'est un autre éditeur américain. Leur a dit nous on aimerait bien rééditer vos trucs et en plus réutiliser les pages inédites qu'il y avait en France. Ils ont dit Humberto Ramos et Brian Augustine ont dit ok, et boum, c'est pour ça que vous avez les 3 paperbacks que vous trouvez actuellement aux États-Unis ne sont pas chez Wildstorm mais sont chez Boom Studio. Voilà, si je devais vous conseiller quelque chose de Ramos et Augustine, ça serait plus Crimson du coup, que moi je trouve bien mieux. Faudrait que j'en parle d'ailleurs un jour. Outverse c'est sympa pour le trait, pour l'histoire. Il y a trop de trucs qui sont restés en suspens, donc c'est complètement dommage.
Voilà, bah, maintenant je vous invite à aller lire la critique sur UMAC, UMAC, pour voir ce que lui en a pensé, parce que moi effectivement je trouve que c'est un peu un gâchis. C'est d'ailleurs arrivé sur la fin de Semic, et Semic, ce qui est rigolo dans ces éditions-là, en fait, c'est qu'on voyait le courrier des lecteurs, les excuses de Semic pour les trucs qui sont pas réédités. Et en fait, Semic, ils mettent le courrier des lecteurs, mais ils répondent pas. Ou alors ils répondent à côté. Et c'est clairement la fin de Semic, on sent que c'est le début de la fin. Ils sont en mode on répond plus, on s'en fout, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on réponde, on n'a plus les droits, on sait plus comment faire, il y a rien qui se vend. Et c'est souvent, ce qui est marrant d'ailleurs chez Semic, c'est qu'ils culpabilisent les gens qui écrivent. Ah ouais, mais c'est votre faute, fallait l'acheter. Ok, fallait l'acheter, ouais, d'accord. Bah, c'était peut-être à vous aussi de faire un travail éditorial un peu plus correct. Semic, il y a des choses à dire aussi au niveau de l'édition. C'est vrai que je râle souvent sur Panini, mais c'est pas les seuls. Je râlais à l'époque sur Semic, mais il n'y avait pas Internet. Enfin, c'était le début d'Internet, donc je râlais moins. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!